Bon, on a un peu souffert pour écrire ce modèle. Il y a un peu de technologie. Alors, est-ce qu'il faut détailler cette technologie ou pas? Moi, je dis oui, c'est pour ça que je le fais. Et pourquoi je dis oui? Je dis oui parce que je fais un modèle, je vais estimer les paramètres, et si je veux bien estimer les paramètres, il faut que j'ai une compréhension fine de ce qu'ils représentent, et il faut que j'ai une compréhension fine des contraintes qui les lient. Sinon, je ne peux pas véritablement interpréter mon modèle. Donc, toujours accorder une importance très grande à l'écriture d'un modèle. Alors, allons-y. Je veux estimer les paramètres. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais essayer d'expliquer mes rendements à partir d'une constante alpha i, bêta j, etc. Cette fois, je remplace par des estimations. Donc, je vais essayer d'estimer mu, d'estimer alpha i, d'où la notation alpha i chapeau, d'estimer bêta j, d'où la notation bêta j chapeau, d'estimer alpha bêta et j, donc il faut aussi que j'estime ceci. Et je fais ces estimations de façon à m'approcher le plus possible de y i j k. Est-ce que je suis capable de trouver cette formule-là qui approche le plus de y i j k? Qu'est-ce qu'elle me dit, cette formule? Elle est quand même assez générale. Elle me dit le rendement, c'est un rendement de référence, plus un effet variété, plus un effet fongicide, plus une interaction. On ne peut pas faire plus, hein. On ne peut pas faire plus. Malgré ça, je n'arrive pas parfaitement à ajuster mes données. Et pourquoi je n'arrive pas parfaitement à ajuster mes données? Eh bien parce que j'ai bien vu sur mes données, avec la même combinaison de paramètres, c'est-à-dire pour le même couple variété-fongicide, je n'ai pas toujours le même résultat. Aucun modèle va me dire ça, puisque c'est une part aléatoire. Alors, ici, l'idée c'est de dire, eh bien voilà, je vais chercher mu alpha i chapeau, mu chapeau, alpha i chapeau, bêta j chapeau, alpha bêta, ij chapeau, de façon à minimiser ces résidus qu'on appelle résidus observés. Donc, les EIJK, ce n'est pas du tout la même chose que les epsilon IJK. Les epsilon IJK sont les résidus réels que je ne connais pas, que je ne connaîtrai jamais. Par contre, moi, ce que je vais voir, ce sont les résidus observés. Alors, je vais essayer de trouver ceci de façon à rendre petits les EIJK. Et pour rendre petits les EIJK, il y a une façon de faire qui consiste à rendre minimum leur somme des carrés. Je pourrais essayer de rendre minimum leur somme des valeurs absolues. Comme ça, à brûle pour point, on pourrait dire c'est aussi bien. En fait, non, c'est pas aussi bien. D'abord pour des facilités de calcul, mais ça c'était quelque chose qui avait de la valeur il y a quelques années, ça n'en a plus maintenant, puisqu'on peut tout calculer très vite. Par contre, ça engendre beaucoup de très bonnes propriétés statistiques. Souvenez-vous de toutes les bonnes propriétés statistiques qu'avait l'écart type par opposition à l'écart absolu moyen. Ici c'est un peu pareil. Quand vous procédez comme ceci, c'est-à-dire en minimisant cette somme des carrés, vous avez derrière un très grand nombre de propriétés statistiques. Elles sont même tellement importantes que vous n'imaginez pas qu'elles sont liées à la méthode de moindre carré. Vous pensez qu'elles sont intrinsèques. Elles ne sont pas du tout intrinsèques, on va les voir. Bien, alors, on écrit ceci matriciellement. Y égale x bêta chapeau plus E. Et cette écriture matricielle, c'est exactement celle de la régression multiple. Donc maintenant, du coup, je peux appliquer tout ce qu'on a dit pour la régression multiple. Et ça va marcher, puisque j'ai ma matrice X de plein rang. Je me suis donné beaucoup de mal, justement, pour avoir une matrice de plein rang. Donc, je débouche, avec cette optimisation, aussitôt sur les mêmes équations normales, x' bêta chapeau égale x' y, c'est les mêmes équations. Je débouche dès l'instant que x' est inversible et x' est inversible sur bêta chapeau égale x' moins 1, x' y. C'est exactement la même formule. Vous voyez que il y a vraiment des parentés très fortes entre analyse de variance et régression multiple. Ce fameux terme générique de modèle linéaire. Donc on applique la même formule. Alors, est-ce que les solutions sont simples? Ça dépend. Alors, dans le cas d'un plan complet équi répété, qui est quand même le plan standard, c'est le plan qu'essayent de faire tous les expérimentateurs. Dans le cas de plan complet équi répété, les estimations sont particulièrement simples. Alors allons-y. Ces estimations nous sont familières. On les a déjà vues, pour les premières d'entre elles, dans l'analyse de variance. Regardez, pour mu chapeau, on tombe sur y bar, point, point, point. Autrement dit, pour estimer mon rendement de référence, celui à partir duquel je vais positionner tous mes rendements, je prends le rendement moyen sur l'ensemble du plan d'expérience. C'est ce qu'on a déjà fait, c'est très bien. Pour estimer l'effet de la variété I, eh bien je prends la différence entre deux moyennes
La moyenne, lorsque je cultive la variété I, est justement mon rendement de référence. Bon, bah cette différence-là, finalement, à la limite, vous n'avez pas besoin de statistiques pour la trouver. Si vous vouliez voir l'effet de la variété I, spontanément, vous dites, ben voilà, moi je prends le rendement que j'observe quand j'utilise la variété I, je prends mon rendement général et je fais la différence. Bon, ben, la méthode des moindres carrés, dans ce cas simple, nous donne ceci. Mais uniquement dans ce cas simple. Là, il y a un apport de la statistique qui peut être décisif. Je ne le fais que mentionner pour les meilleurs d'entre vous qui veulent réfléchir. Spontanément, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça pour aboutir à cette différence de moyenne? Sachant qu'on est en train de nous expliquer qu'on obtient exactement ça. Et là, je vous dis, oui, dans le cas écuit répété. Mais si vous appliquez cette formule dans un cas qui n'est pas écuit répété, eh bien, c'est tout. Ça peut conduire à des conclusions totalement fausses. Bon, ça c'est un peu compliqué, vous le notez. Vous le notez en disant, on a des formules simples, sous-entendu, ces formules simples ne marchent pas si on n'est pas dans le cas écuit répété. Donc notre intuition, qui est de dire, je prends la moyenne quand je cultive la variété I, moins la moyenne générale, cette intuition, elle marche bien si c'est écuit répété, mais si c'est pas écuit répété, elle ne marche pas, elle peut donner des résultats complètement faux. Alors, je ne vous ai pas donné d'autres exemples. J'aurais dû. Il y a un exemple qui est très fameux au laboratoire. Alors, c'est une analyse de variance dans laquelle c'est de la promotion dans les magasins. C'est une étudiante qui faisait un stage dans une société de services qui travaille beaucoup avec les hypermarchés et qui les aide à analyser leurs données et notamment à fixer les prix pour le distributeur lorsque l'on met plus ou moins de facing, lorsqu'on se met en bas, en haut, etc. Bon, ça, il y a toute une industrie, là. Bon. Donc, les données de cette fille étaient les suivantes. Elle avait une taille de magasin. Donc, on va dire, pour aller vite, les petits, les moyens, les gros. Les supermarchés, les hypermarchés et les gros hyper. Bien. Elle avait aussi des hauteurs. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième, cinquième. Voilà. Et puis, elle avait des chiffres d'affaires pour un certain produit dont je ne me souviens plus, ça tombe bien, il était très confidentiel. Alors quand la personne discutait avec moi, elle me dit « Oh là, c'est confidentiel, ne vous inquiétez pas, je vais oublier. » Alors c'est peut-être des biscuits ou des huiles, je ne sais plus, ça n'a pas d'importance. Donc elle disposait du chiffre d'affaires sur, on va dire, 15 jours. Et si on procède en regardant les simples moyennes, comme faisait d'ailleurs cette personne, elle dit « Ben voilà, quand vous êtes au premier niveau, en moyenne, vous vendez tant. Quand vous êtes au deuxième niveau, en moyenne, vous vendez tant. » Donc moi, je vous calcule le prix en fonction de ça. Si vous êtes à hauteur des yeux, vous en vendez plus, je vous facture plus cher. D'accord? Donc elle fait ce qu'il ne faut pas faire, parce que le plan n'était pas équilibré. Elle prend exactement cette formule. Et notre jeune amie, la statisticienne qui faisait son mémoire, lui a démontré que ce qu'il croyait être le niveau qui était le plus vendeur, en fait, il s'était trompé. Eh oui, il s'était trompé. Quand on analyse ça proprement, ce n'était pas au 5e niveau qu'il fallait mettre les produits, mais au 4e. Alors ça, c'est un exemple réel qui est assez joli parce que, si vous voulez, le bon sens ne fonctionne plus. Vous voyez, le bon sens, il fonctionne quand c'est équilibré, mais il ne fonctionne plus si ce n'est pas équilibré. C'est un peu troublant, ça. Hein. C'est pour ça que je vous le raconte. Bon, alors on n'a pas fini de souffrir. Maintenant, il faut essayer de comprendre ce qu'est un coefficient d'interaction. Bon, bah là, il faut souffrir. Hein. Je suis un peu embêté de vous dire ça. Qu'est-ce que c'est que ce alpha, bêta et j? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a eu jusqu'ici une approche un peu impressionniste, on pourrait dire. Hein, antagonisme, synergie. Alors, regardons la formule qui nous donne l'estimation. Moi, quand je vois la formule qui me donne l'estimation, c'est la formule que vous avez dans tous les livres. YIJ point, moins Y bar, I point point, moins Y bar point J point, plus Y bar point point point. Si vous êtes normalement constitué, cette formule ne doit rien vous évoquer. Bon, moi non plus. Alors par contre, je la retravaille un peu. Ah, allons-y, retravaillons là. Je prends le YIJ, le Y bar IJ point, moins le Y bar I point point, donc je prends ces trucs-là, moins, et puis je remets dans l'autre cas, entre parenthèses, d'accord, ceci. Ah, regardez bien ce que je fais là. Quand je fais Y bar IJ point moins Y bar I point point, je suis au niveau de la variété I, je suis ici.
et je fais l'écart entre ce qui se passe pour le fongicide J et ce qui se passe en général. En général, quand j'utilise la variété I. Maintenant, cette quantité-là, finalement, c'est un petit peu l'effet du fongicide J quand je suis pour la variété I. C'est bien ça. Alors maintenant, qu'est-ce que je regarde ici? Y bar, point J point. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ici. Ça, c'est l'effet du fongicide J en général, auquel je retranche la moyenne générale. Donc je suis en train de faire une différence entre cet écart-là, qui est l'effet du fongicide J pour la variété I, et cet écart-là, qui est l'effet du fongicide J en général. Ben là, on a une véritable et profonde compréhension de ce qu'est une interaction. Si ces différences sont les mêmes, ça veut dire que l'effet du fongicide J, que je sois dans la variété I ou pas, c'est pareil. Donc je n'ai pas d'interaction. Si par contre ces différences ne sont pas du tout les mêmes, par exemple, en général l'effet du fongicide J il est bon, mais pour cette variété-là il est mauvais. C'est exactement la définition que je vous ai donnée de l'interaction. Donc je vous invite à phosphorer un petit peu sur ces formules, non pas que vous aurez à les utiliser parce que la machine va vous donner directement les coefficients, mais simplement pour que vous en ayez une compréhension profonde, pour que vous compreniez ce que vous faites. Ça, c'est très important. Alors, de même que je l'ai écrit comme ceci, vous pourrez faire ça à la maison, on peut l'écrire de cette façon-là, en regardant l'effet de la variété I quand je m'intéresse au fongicide J et l'effet de la variété I en général. Cette approche symétrique est assez étonnante. Ça revient au même, tout ça. L'interaction, c'est aussi le fait que l'effet de la variété n'est pas le même selon le fongicide. Alors, vous n'aurez jamais à faire ces calculs. Hein. Alors, vous allez utiliser deux packages R. Il y en a un qui est dans un package qu'on a appelé AgroCampus, qu'on a fait. Pourquoi on l'a fait? Alors que c'est quelque chose qui est standard, c'est que les autres packages ne nous convenaient pas complètement. Ils étaient très bien, mais ça ne nous convenait pas. Donc il y a un programme qui s'appelle AOV.SOM, qui est dans AgroCampus, dont vous êtes déjà servi. Alors, quand on applique ce programme AOV.SOM à nos données, vous voyez, ici on met le modèle, variété plus fongicide, et puis pour écrire une interaction, c'est variété 2 points fongicide. Puis je dis où j'ai mis mes données, je les ai mis dans un truc qui s'appelle varfon. Bon, très bien. Donc la machine, immédiatement, nous sort tout ceci, et en particulier les estimations. Voilà, elle nous sort toutes les estimations. Et bien d'autres choses qu'on verra plus tard. Donc on n'a pas à se soucier de tout ceci. Vous reconnaissez ici la variété 1, la variété 2, la variété 3. Ici, vous avez moins 1, 0, plus 1. Vous vous souvenez, on avait 2, 3, 4 comme moyenne. 2, 3, 4 comme moyenne, la moyenne générale valait 3. Donc on reconnaît bien moins 1, 0, 1. Et puis pour les fongicides, si vous vous souvenez, on avait 2 et 4 comme moyenne. 2, c'est la moyenne avec le fongicide 1. 4 la moyenne avec le fongicide 2. Donc on a plus ou moins 1. Et puis là, vous voyez les interactions. Variété 1, fongicide 1, variété 2, fongicide 1, etc. Bien. Alors, il y a une autre fonction dont vous allez sans doute vous servir, c'est la fonction LM, linéaire modèle, qui est une des fonctions de base de R, où vous retrouvez la même chose. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert d'avoir deux? Dans cette fonction générale, regardez bien, il y a variété 1, variété 2, mais il n'y a pas la variété 3. Pourquoi il n'y a pas la variété 3? Vous savez bien, c'est quelque chose qu'on calcule après. On a dit la variété 3, c'est moins la somme des deux autres. Donc en fait, la personne qui a programmé, elle a bien programmé le x' moins 1, x' y, mais elle n'a pas rajouté à la fin la variété 3, le fongicide 2, ni les autres interactions. Et ça, c'est pas pratique. Pour les praticiens que nous sommes, c'est pas pratique. Et c'est une des raisons pour laquelle on a été amené à écrire, c'est François Husson qui l'a faite, cette procédure, on a été amené à écrire notre même procédure parce que nous, on a besoin d'un tableau dans lequel il y a les trois variétés et pas uniquement les deux premières. Bien. Alors maintenant, on va regarder quelques propriétés de l'estimateur et puis après, on fera juste la pause juste après ça. Donc, propriété de l'estimateur. Alors,
L'estimateur, c'est bêta chapeau égale x' moins 1 x' y. On est exactement dans la même situation qu'en régression. Donc on va voir les mêmes résultats, à savoir l'estimateur est sans biais, c'est-à-dire E de bêta chapeau, ça vaut bêta. En moyenne, je tombe sur les bonnes valeurs. Et pour ça, j'ai juste besoin de l'hypothèse suivante. Les résidus sont d'espérance nulle. Donc ce résultat, il est très général, il marche tout le temps. La variance de bêta chapeau. La variance de bêta chapeau, c'est très important. La variance de bêta chapeau, c'est la variance qui est attachée à mes estimations. Donc je vais avoir des intervalles de confiance à un moment. Quelle est la précision de mes estimations? Tout ceci, ça réside dans cette matrice de variance-covariance. Donc dans cette matrice de variance-covariance, je vais surtout regarder la diagonale qui me donne les variances des estimateurs. Alors dans le cas de plans complets et QI répétés, on a des relations particulièrement simples. Alors je vais en commenter une, mais ça nous rappelle tout à fait des choses que nous avons déjà vues dans le cas de l'analyse variance à deux facteurs sans répétition. Regardez la variance de alpha i chapeau. Alors, vous voyez où on est. Hein. Alpha i chapeau, c'est j'estime le coefficient de la variété i. Voilà, je trouve par exemple plus 10 quinto. Bon, j'ai une variance attachée à ça. Alors cette variance, elle dépend de quoi? Elle dépend de sigma 2. C'est sûr que si j'ai une expérience avec une forte variation résiduelle, mes estimations vont être entachées d'une forte variabilité. Si au contraire j'ai une expérience avec une très faible variabilité résiduelle, mes estimations vont être entachées d'une faible variabilité. Ça, c'est le sigma 2. Alors, le sigma 2 est divisé par kj. Qu'est-ce que c'est que kj? K, c'est le nombre de répétitions, J, c'est le nombre de fongicides. Donc kj, c'est finalement le nombre de parcelles qui ont reçu la variété i. D'accord? Kj, c'est le nombre de parcelles qui ont reçu la variété i. Donc je retrouve la fameuse formule sigma 2 sur n quand j'estime une moyenne, où j'ai sigma 2 divisé par le nombre de données. Eh bien, ici, kj, c'est le nombre de données disponibles pour estimer alpha i. Voilà. Donc il y a un petit terme correctif, mais qui n'a pas trop d'importance ici. Donc j'ai la même chose, bien sûr, pour bêta j, où je divise cette fois le sigma 2 par ki, c'est-à-dire le nombre de données disponibles pour estimer le fongicide J. Et puis, pour estimer les coefficients d'interaction, ça va être un petit peu plus difficile parce que j'ai moins de données. Pour estimer un coefficient d'interaction, je n'ai que K données. Voilà. Donc c'est un petit peu plus difficile. Ils sont connus avec moins de précision souvent. Voilà.